Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nous accueillons la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Merci beaucoup d'être là. Bonjour madame. Pour dialoguer avec vous, je suis en compagnie de mon camarade Frédéric Seyss. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la revue de presse, à la une de l'Humanité, on trouve ce titre, La révolte des théâtres, une amplification du mouvement dans le monde des arts et de la culture, l'occupation des établissements s'étend. Que répondez-vous, madame la ministre, à la colère de ces artistes ? Je veux dire d'abord que on comprend le mouvement d'exaspération, de colère, parce qu'on est privé de culture. Et pour un certain nombre d'acteurs de la culture, acteurs au sens large, la privation du contact avec le public est quelque chose d'extrêmement douloureux. Je veux leur dire qu'évidemment, on est à leur côté, le gouvernement soutient le monde de la culture comme, je dois dire, cela n'est effectué dans aucun autre pays étranger. Il suffit de tourner un petit peu en Europe, je ne parle même pas des États-Unis et de l'ensemble de l'Amérique du Nord. Moi, ce que je veux, c'est être à l'écoute de ce monde de la culture. Nous pilotons, j'allais dire en direct et en continu, les aides qui sont nécessaires à la culture. Je suis très attentive, surtout aux jeunes. Madame la ministre, c'est la revendication précise. Je peux juste terminer. Bon, d'accord. Non, mais je veux juste dire, on entend, et d'ailleurs c'est dit dans cet article, voilà. on entend évidemment votre écoute, mais il y a des questions précises avec, par exemple, les femmes intermittentes et leur congé de maternité. C'est une série de revendications précises. Par exemple, que répondez-vous à ces revendications précises ? À cette revendication précise et parfaitement légitime, avec le Premier ministre, nous avons répondu hier et nous avons pris la mesure qui fait rentrer dans leurs droits ce qu'on a appelé les maternitantes, c'est-à-dire des personnes qui relevaient de ces droits, mais qui n'avaient pas suffisamment d'heures pour pouvoir justifier. Cette question est donc réglée sur les indemnités journalières maladie, les indemnités journalières maternité et paternité, puisqu'il y a des congés maternité. Donc c'est une question qui a été réglée dans une réunion qui a eu lieu hier à Matignon, en même temps que nous abondions les fonds d'aide, avec véritablement un objectif d'aider les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes justement, quand on songe aux jeunes, c'est-à-dire en fait des jeunes diplômés, aux artistes qui ne sont pas aujourd'hui établis, qui ont beaucoup de mal à faire leurs 507 heures, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs que quand on ne fait pas ces 507 heures, on n'a pas de chômage, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, oui, il faut expliquer qu'il y a en France un joyau. C'est-à-dire, c'est le régime de l'intermittence. C'est-à-dire, les intermittents du spectacle, il suffisait qu'ils aient 507 heures avant la fin du dernier contrat pour bénéficier d'un système d'assurance chômage particulier qu'on appelle l'intermittence. Là, il y a eu une première salve de prise en charge en juillet dernier qui a fait que ce qu'on a appelé l'année blanche, c'est un peu technique, on recherchait sur les 2 ans. Alors, les artistes, à juste titre, les intermittents s'inquiètent puisque ce système va jusqu'au 31 août de cette année. Donc, j'ai confié avec Elisabeth Borne une mission à André Goron, qui est un spécialiste de cette affaire, pour évidemment mettre en place le système qui va permettre de poursuivre le système de l'intermittence avec des modulations particulières, parce que, par exemple, nous voulons absolument que soit pris en compte ce qu'on appelle les primo-entrants dans le système. Les jeunes, justement. Les jeunes, justement, c'est quelque chose de très important. Question sur ce point, plusieurs syndicats, précisément, avaient noté qu'Emmanuel Macron a annoncé une année blanche dès l'an dernier. C'était le fameux, d'ailleurs, quoi qu'il en coûte. C'était dans ce cadre-là qui amène donc jusqu'au 31 août prochain. Absolument. Ces mêmes syndicats demandent une deuxième année blanche pour avoir évidemment une prévisibilité. Vous ne l'avez pas encore annoncé. Vous avez dit qu'il y avait un travail en cours. Pourquoi est-ce qu'on touche aux limites du quoi qu'il en coûte, justement ? Oui, parce que la situation sera un peu différente. Nous voulons faire rentrer d'autres personnes dans le système. Je parlais des jeunes, des primo-entrants. Et la situation est différente par rapport à l'année précédente. Pourquoi ? Parce que justement, on va être dans une année où, nous l'espérons, il y aura une reprise dans la période d'été. Et donc, voilà. Mais ce que je veux dire, et l'assurance en a été donnée à la fois par le Premier ministre et par moi-même, il n'y aura pas de solution au rabais.
Ça, c'est véritablement important. Et M. Goron a bien reçu cette consigne dans sa mission. Pas de solution au rabais. On va avoir très vite les conclusions et bien sûr, on prendra à partir de cela une décision qui sera une décision politique. Mais je veux rassurer le monde des artistes et de l'intermittent. Madame la ministre, pas une deuxième année blanche, pour être clair. Absolument. Et alors, si vous ne l'excluez pas, néanmoins, est-ce que l'on peut avoir des dates? Parce qu'il y a des demandes de dates sur la réouverture des théâtres, des cinémas. Aujourd'hui, où en est-on, Madame la Ministre? Alors, pour l'instant, je ne vais pas vous faire une annonce de date. Bien entendu, l'épidémie est encore trop fluctuante, mais nous travaillons de façon extrêmement forte. Il y a d'ailleurs une réunion avec le monde du cinéma ce matin avec mes équipes pour préparer des protocoles de réouverture. Nous sommes vraiment dans cet objectif de réouverture au cours, disons, du deuxième trimestre 2021. Est-ce que vous confirmez pour les festivals d'été qu'ils pourront se dérouler normalement avec une jauge de 5000 personnes assises? Absolument, on confirme cela sur les festivals d'été, ce qui permettra, je pense, d'assurer la majorité des festivals d'été, qui sont évidemment extrêmement importants pour nos territoires. Si une catastrophe épidémique se produisait, on ne peut évidemment pas complètement l'exclure, même si je dois dire que je n'y crois pas, mais bon. D'accord. Normalement, le virus nous a joué tellement de mauvais tours, nous compenserions bien entendu les frais engagés. Frédéric Seyss. Vous avez donc dit qu'il était trop tôt, évidemment, pour avoir une date de réouverture. Néanmoins, sur la méthode, je sais que le ministère travaille à cette réouverture. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez procéder? Autrement dit, est-ce qu'il y aura des dates différenciées pour les différents secteurs culturels? Est-ce qu'il y aura des jauges modifiables en fonction de l'épidémie, ou est-ce que tout le monde sera logé à la même enseigne? Il y a deux questions dans la vôtre, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la question de la réouverture et la question des protocoles de réouverture. Moi, je milite à ce point de ma connaissance de la pandémie pour une ouverture globale à la même date des lieux de culture, mais avec des protocoles de sécurité adaptés. Un festival de musique baroque dans une église n'a pas les mêmes contraintes sanitaires qu'une salle de théâtre ou qu'une salle de concert. Enfin, donc, on peut le comprendre. Contraintes différentes. Voilà, exactement. Protocole adapté et concerté avec les professionnels. Mais avant cette date, Madame la Ministre, on prête à Olivier Véran, le ministre de la Santé, une interrogation sur le fait qu'il a du mal à expliquer pourquoi un Sephora est ouvert et pas le musée du Louvre. Vous comprenez pourquoi? Alors, oui, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, parce que je trouve que la comparaison d'un lieu de culture et d'un lieu commercial n'a rien à voir. Un lieu de culture, c'est un lieu de débat. C'est un lieu de contact, c'est un lieu d'interaction sociale. Quand vous allez au cinéma, vous voyez un film, mais vous y allez avec des amis, un conjoint, vous discutez avant, vous allez vous retrouver dans le hall ou sur le trottoir, vous allez avoir envie de boire un verre. Et on sait très bien que la majeure partie de la contamination se fait lors d'interactions sociales. Donc, comparer une galerie marchande dans laquelle on fait une course et on repart, et un lieu de culture qui est par définition un lieu d'échange et de convivialité, je trouve que c'est curieux que même des personnes qui défendent la culture fassent cette comparaison. Malgré tout, n'est pas recevable. Frédéric Seyss. Vous avez pris note des études scientifiques. Vous avez peut-être entendu sur France Culture Bertrand Maury, qui est mathématicien et membre de la plateforme de modélisation sur le Covid-19, qui explique que la contamination dépend évidemment avant tout des volumes des pièces et de la ventilation. Et il explique que dans les grands musées, il y a, d'après lui, un bien moindre risque de contamination que dans des espaces un peu plus clos comme justement les galeries marchandes. D'où cette question. Est-ce que la décision de ne pas rouvrir pour l'instant les lieux culturels s'inscrit uniquement dans une logique sanitaire en raison des études, ou est-ce qu'il y a aussi un aspect politique qui après tout pourrait se comprendre puisque ce serait compliqué de faire des exceptions pour certains sites culturels et pas pour d'autres? Je réfute l'objectif politique. Véritablement... vous savez, je comprends ceux qui souffrent, mais au gouvernement, on n'a qu'une envie, qu'une idée, qu'un souhait, c'est de réouvrir, ou de rouvrir, je ne sais plus. Rouvrir, pardon. De rouvrir les lieux sur France Culture, ils vont mieux.
Les auditeurs sont déjà en train d'écrire des mails. Sinon je vais avoir des tweets vengeurs, de rouvrir les lieux de culture. Vous savez, en général, quand un gouvernement prend des décisions difficiles, on lui reproche en disant oh, c'est pour faire des économies. Mais c'est une tragédie pour tout le monde, c'est une tragédie pour le monde de la culture, c'est une tragédie pour les gouvernants. C'est une tragédie pour beaucoup de gens. Pour le monde du cinéma, la 46e cérémonie des Césars, Madame la Ministre, vous y serez ce soir ? Je serai à la 46e cérémonie des Césars. On avait beaucoup évoqué la parité. Un honneur et un plaisir que d'y être. On a beaucoup évoqué la parité et semble-t-il aujourd'hui pour cette 46e cérémonie, le compte n'y est pas. Votre réaction ? Je ne peux que le regretter. C'est pas moi qui choisis le palmarès des Césars, c'est la profession qui choisit ce palmarès. Mais je crois que des progrès sont faits, des progrès notables. Et de toute façon, cette notion, en tout cas, dans la création, c'est une question de conditionnalité des aides. Vous savez que c'est un concept que nous avons mis en place, cette conditionnalité des aides, puisque le secteur de la culture, en particulier du cinéma, est massivement aidé par l'intermédiaire du Centre national de cinéma. Et j'ai imposé, c'est avec évidemment la démarche volontariste du Centre national de la musique, que le même processus soit fait par le Centre national de la musique. Et vraiment, cette question de conditionnalité des aides à la diversité, à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose de très fort. Justement, vous avez noté que la municipalité écologiste de Lyon propose un budget genré, comme ils l'appellent, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier pour chaque poste de dépenses que ces dépenses correspondent bien à la fois aux hommes et aux femmes, profitent à la fois aux hommes et aux femmes. C'est une excellente idée. Par exemple, l'équipe de football féminine touchera les mêmes subventions désormais à Lyon que l'équipe de football masculine. Je suis supportrice de l'OL féminin. Puisqu'il est question de la politique culturelle à Lyon, le fait que le budget de l'opéra soit renié de 500 000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui appréciez beaucoup l'opéra, Roselyne Bachelot ? J'espère que cette décision ne va pas mettre en difficulté l'Opéra de Lyon, qui est un de nos fleurons du lyrique et de la danse. Ne pas oublier la danse, bien évidemment. Je regarde cette affaire avec intérêt. Je vais d'ailleurs recevoir... Est-ce qu'il y a trop d'argent pour ce type d'art ? Je vais d'ailleurs recevoir le maire de Lyon, M. Doucet, dans quelques jours. Pour faire part de votre désaccord ? Non, pour étudier ensemble les coopérations entre l'État et les villes. Moi d'ailleurs, je veux être dans cette affaire très en écoute des élus locaux. Maintenant, les politiques culturelles, elles sont menées, dans le cadre de la décentralisation, massivement par les collectivités territoriales. Les villes, les régions, les départements, les communautés urbaines. Moi, j'ai pas envie de donner des leçons aux élus locaux. Je veux travailler avec eux. Je veux pas non plus que l'État soit la variable d'ajustement des politiques territoriales. En compensant les subventions C'est-à-dire, on dit, moi je donne pas 500 000 euros à l'État de compléter. Évidemment, ça, ce serait pas de bonne politique, mais on va regarder ensemble la façon dont on fait en sorte que l'Opéra de Lyon continue ses missions. Frédéric Seyss. Roselyne Bachelot, la crise sanitaire a aussi créé un embouteillage au Parlement. Parmi les lois retardées depuis cette crise, celle sur l'audiovisuel et le piratage. Est-ce qu'elle sera mise à l'ordre du jour avant la fin du quinquennat ? Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est-à-dire que j'ai obtenu un créneau parlementaire et la loi sur le piratage sera présentée en Conseil des ministres le 7 avril pour pouvoir être discutée d'abord au Sénat puis ensuite à l'Assemblée nationale dans les jours qui suivront, avec évidemment la loi, les dispositions anti-piratage, la constitution d'une autorité de régulation indépendante, l'ARCOM avec la fusion du CSA et de la Hadopi, et la protection des catalogues, qu'ils soient les catalogues cinématographiques ou audiovisuels. Donc ça, c'est un élément très important, et qui d'ailleurs, dans le cadre du cinéma et de toute la production cinématographique et audiovisuelle, contribue à cette protection du cinéma français et de l'audiovisuel français. Madame la ministre, que pensez-vous de la transformation de CNews en Fox News à la française, vous qui avez travaillé pour le groupe Canal+. Absolument.
il y a déjà quelques années. C'est-à-dire que je pense que cette comparaison n'est pas recevable, parce il ne peut pas y avoir de chaînes dans notre pays, de chaînes de télévision qui soient des chaînes, comment dirais-je, du type de Fox News. Chaîne d'opinion De chaînes d'opinion. autour d'Éric Zemmour, par exemple, maintenant que vous faites de la politique. Il faut considérer la ligne éditoriale sur l'ensemble des productions de la chaîne. Non, mais je comprends ce que vous dites, mais de toute façon, il n'y a pas de sortie de clou de la part de CNews. Pas de sortie de clou, mais est-ce que, par exemple, si on évoque la question politique, Vincent Bolloré s'intéresserait, je ne sais pas, par exemple, à Europe 1, est-ce qu'au gouvernement, cela peut inquiéter ? Il y a un certain nombre de dispositions sur la concurrence et trouvez-moi le mot, anti-concentration, merci, anti-concentration qui de toute façon nous protégeront. Frédéric Seyss. Avec la crise sanitaire en matière de culture, on a vu d'autres habitudes qui ont été prises ou renforcées. On pense évidemment au streaming, à la diffusion en direct depuis le domicile. Selon vous, Roselyne Bachelot, qu'est-ce qui perdurera à l'issue de la crise sanitaire de ces nouvelles habitudes qui ont été prises ? Alors, il faut dire que la crise que nous traversons n'a pas révélé un certain nombre d'évolutions. Elle les a sans doute simplement accélérées. Là, l'arrivée du streaming, pardon, il faudrait dire un autre mot. En direct. Voilà. Des numériques, on a vu cette œuvre numérique qui a atteint 69 millions de dollars. Oui, de Mike Winkelmann. Voilà, de M. Winkelmann. Donc, tout ça sont des évolutions qui étaient déjà à l'œuvre. Elles les ont révélées, sans doute accélérées. Moi, cette question du numérique est une question centrale, parce que derrière le numérique peut se poser des questions de propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle j'ai forcé le pas sur la transposition des directives, sur le décret, sur les services de médias audiovisuels à la demande, pour faire en sorte que la propriété intellectuelle soit protégée. Moi, ce que je veux aussi, c'est concilier les cultures patrimoniales et les cultures numériques. Par exemple, grâce au numérique, sans doute décélérer des pressions extrêmement importantes sur des lieux patrimoniaux, mais il ne faut pas les opposer, il faut au contraire les concerter. Madame la ministre, une question personnelle. Quelle sensation ça fait d'avoir été critiquée pour votre gestion de la grippe aviaire quand vous étiez grippe porcine. De la grippe H1N1, voilà, il y a 11 ans, et maintenant votre action est, disons, réévaluée. Je me dis qu'on ne peut juger d'une action politique qu'à la fin de la crise, quand on a toutes les données en main. Et je mets en garde ceux qui feraient des bilans alors que nous sommes vraiment en pleine crise. Parce que la réhabilitation... C'était très différent, votre campagne de vaccination à l'époque. On a parlé de réhabilitation et on a recalibré mon action à la lumière d'un certain nombre d'évaluations. Je ne vais pas vous dire que ça ne me réjouit pas quand même un peu. À ce propos, d'un mot, vous avez été choqué par les perquisitions au domicile d'Olivier Véran, d'Édouard Philippe, dans cette crise sanitaire par la justice ? J'ai trouvé cela vraiment extrêmement choquant, c'est-à-dire qu'on prive en pleine crise, alors que des discussions étaient prévues avec les autres ministres européens, qu'on ôte à Olivier Véran son portable et son ordinateur, le mettant dans l'incapacité d'exercer son métier de ministre. J'ai trouvé cela étonnant. Merci Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, d'avoir été dans ce studio. Dans quelques instants, nous recevrons Antoine Gallimard. Je ne sais pas si c'est le ministre du livre, non, probablement pas, mais en tout cas, le patron des éditions alors. Gallimard sera l'anomalie, effectivement, le prix Goncourt. On parlera notamment de prix Goncourt avec Antoine Gallimard. 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous recevons Antoine Gallimard. Bonjour, vous êtes PDG de Madrigal et président des éditions Gallimard. Je vous ai présenté tout à l'heure, alors que nous avions la ministre de la Culture comme étant le ministre du livre. Est-ce que ça vous convient comme étiquette ? Surtout pas. Vous avez vu d'abord que la durée de vie des ministres de la Culture est relativement courte. Donc en général, ils ont 2 ans de vie et je trouve que pour être éditeur, 2 ans de vie, c'est très juste. Non, je suis très heureux d'être
effectivement éditeur, d'avoir une maison qui a été créée par mon grand-père en 1911. Voilà, et je suis la 3e génération. Je pense qu'un éditeur, c'est tout sauf un ministre. Un éditeur, c'est un artisan, c'est un homme qui aime prendre ses risques et qui considère que chaque matin, il faut réinventer son métier. Mais Gallimard, c'est quasiment un nom commun hein. En France. C'est plus qu'un éditeur. C'est pas un peu écrasant comme nom? Alors, je vais vous dire, d'abord, vous savez que le terme ancien de Gallimard chez Rabelais, ça veut dire encrier. Alors, effectivement, c'est très ancien. Je pense que non, au contraire, c'est pas écrasant. Je veux dire, bon, quand on a, comme ça, cet héritage intellectuel où on a publié des écrivains d'extrêmement grand talent, c'est au contraire bon, une charge, un peu comme, je sais pas comment, une charge pour réussir. On n'est pas en religion, hein, mais c'est vrai que la barre est haut. Et je le disais un jour à Pierre Nora, qui vient de sortir un livre, je disais, le problème, c'est aujourd'hui de ne pas réussir forcément, mais en tout cas de ne pas d'échouer. Bon, aujourd'hui, Gallimard, c'est un groupe, c'est par exemple Flammarion, c'est par exemple Casterman, c'est la Pléiade également, Antoine Gallimard. On a évoqué les problèmes du théâtre. Aujourd'hui, comment voyez-vous la situation tout d'abord de l'édition et la situation de la librairie ? Alors, d'une part, pour l'édition, c'est vrai qu'on a connu un retour qu'on n'avait pas connu après le confinement. Je veux dire, sur l'année 2020, le chiffre d'affaires d'édition a reculé de l'ordre de moins 3%. On s'attendait à des reculs de moins 20, pardon, des chiffres. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir que le parascolaire, donc pour les mères de famille, la bande dessinée... Ou les pères de famille. Et les pères de famille, oui, c'est vrai. La bande dessinée ouais. Et la jeunesse ont été vraiment un facteur de progression. La littérature aussi. Donc c'est vrai que là, on a profité, et on a profité beaucoup de ce regain d'intérêt pour la lecture et pour la librairie. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est l'idée que ce sont les librairies de proximité qui ont tiré leur épingle du jeu. Beaucoup plus que les enseignes ou les hypermarchés. Et alors évidemment, je suis très heureux aujourd'hui parce que bon, le président, on espérait qu'il le fasse, a jugé qu'on pouvait enfin donner à la librairie le label de commerce essentiel. Et c'est une excellente nouvelle. Oui, parce qu'au début, c'est un peu le syndicat des libraires qu'on ne voulait pas de cette réouverture pendant le premier confinement. Je crois que vous-même, tout le monde, on a tous été tellement saisis d'effroi avec ce Covid que, voilà, que les libraires avaient peur que les salariés des librairies puissent attraper le Covid dans les transports en commun. On le comprend. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours regretté, j'ai toujours été à fond pour le click and collect. Mais c'est pas non plus la formule, le click and collect. Ce qui est intéressant, c'est de trouver un client qui va venir en librairie et le libraire va lui vendre un livre qu'il n'attend pas. Bon, on est tous très heureux que les libraires de proximité s'en sortent bien, mais quand même, ce premier confinement a développé des habitudes d'achat de livres sur des sites, et notamment de grands sites américains, je pense bien entendu à Amazon. Est-ce qu'Amazon aujourd'hui ne pèse pas trop lourd, Antoine Gallimard, sur le marché du livre ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Amazon pèse extrêmement lourd dans des pays comme l'Angleterre, ça peut aller jusqu'à 70%. En France, pour nous, par exemple, Amazon, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est relativement peu. Et je dirais qu'aujourd'hui, Amazon, effectivement, se vend bien, mais Amazon, maintenant, ils sont tellement énormes que le fait qu'ils commandent par statistique permet à chacun de tirer un peu son épingle du jeu. Le fait qu'ils peuvent être pas toujours forcément directement pour proposer un livre qui se vend, ça prend toujours 2-3 jours de retard, vous voyez. Ce qui fait que les libraires arrivent à tirer leur jeu. Et puis, c'est vrai qu'Amazon peut être un souci dans l'harmonie, mais il y a un prix unique. Et ça, il nous sauve. On fête les 40 ans. Et on fête les 40 ans. Et on fête les 40 ans. Alors là, je voudrais vraiment saluer tous ceux qui ont contribué, parce que moi je suis un grand défenseur du prix unique, au fait qu'aujourd'hui, on ne remet pas en cause, parfois on ne remet pas en cause ces 40 ans, on est toujours un peu inquiet de ce qu'on appelle les marketplaces, c'est-à-dire les livres d'occasion, mais globalement, je veux dire, le prix unique fonctionne tant pour le livre physique que pour le livre digital. Mais parce que dans les pays où il n'existe pas, c'est-à-dire quasiment tous les autres pays, Antoine Gallimard, l'absence de prix unique modifie la structure de la vente du livre. Oh bah, c'est clair, aujourd'hui en France, c'est le pays de la librairie, on a un magnifique réseau de librairies indépendantes. S'il n'y avait pas ce prix unique, il n'y aurait pas ce réseau. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas cette diversité éditoriale, il n'y aurait pas ce goût
pour aller visiter une librairie. Quand on voit aujourd'hui la fréquentation des librairies, je vous dis, c'est étonnant. Alors je regrette qu'effectivement les théâtres, les cinémas, eux, n'ont pas pu être ouverts, parce que on pourrait aussi considérer que c'est essentiel à la vie. Mais on peut comprendre en même temps, du fait de la jauge, du fait que ce sont des spectacles le soir et qu'il y a le couvre-feu, que ça n'ouvre pas. Il y a eu, lorsqu'Internet se développait, le rêve, peut-être l'utopie, que cela allait profiter à tous les auteurs, qu'on allait avoir la possibilité de découvrir de petits auteurs. C'était une théorie qu'on appelait la théorie de la longue traîne. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que le marché du livre est de plus en plus concentré sur des best-sellers. Antoine Gallimard, qu'en est-il dans votre pratique chez Gallimard? Est-ce que les best-sellers pèsent plus lourd que jadis? Alors, nous, c'est différent. On est quand même atypique. Vous parliez de ministère. Mais si on avait un ministère, ça serait bien celui du catalogue. Chez nous, le fonds représente près de 50 à 60%, n'est-ce pas, de l'activité. Ce qu'on a vu effectivement dans la longue traîne, c'est qu'on a redécouvert à l'occasion de cette émission des ouvrages qui ne se lisaient pas autant. C'est La Peste de Camus, c'est Le Hussard sur le toit de Giono. Voilà, le fond a été rehaussé. Maintenant, je pense que toute la question aujourd'hui, c'est d'éviter justement ce que Vargas Llosa et Magritte appellent, c'est une sorte d'accélération des best-sellers. Et c'est vrai que c'est toujours un souci. Je pense que notre métier, c'est vraiment chaque fois de prendre un risque, de bien rémunérer les auteurs et puis de prendre un risque. Il n'y a pas de préformat. Je me réjouis d'un immense succès de l'Anomalie de Letellier. À 900, nous aussi, évidemment. On en 900 000 930 000 exemplaires de vente. Et pourquoi un tel succès ? À mon avis, c'est parce qu'il a surpris tout le monde, à la fois parce que c'est étonnant de penser que le président de l'Oulipo ait réussi un best-seller comme celui-là, qui n'était pas attendu. Et c'est là où je trouve la pertinence de notre métier, d'aller là où on ne nous attend pas et de faire des succès là qui ne sont pas attendus. Ça veut dire que le 1 200 000, je dis le 1 200 000 parce que c'est le record historique, l'amant. Oui, c'est ça, tout à fait, de Duras, oui. Est-ce que vous pensez que c'est accessible aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. Mais enfin, on peut friser le million sans problème. Et on s'y attendait. Personne s'y attendait, à commencer par l'auteur. Et je veux dire, c'est ça qui est magnifique. Ce que j'aime dans l'édition, c'est les hasards des pas heureux. Vous voyez, ça c'est magnifique. Ça nous fait oublier un peu parfois tous les malheurs aussi, parce qu'on a des échecs, des difficultés. Bon, on est tous très contents qu'Hervé Letellier ait ce succès, mais est-ce que ça ne prouve pas, une fois de plus, que dans le domaine de l'édition, eh bien, le succès va au succès et qu'il est difficile pour d'autres auteurs de vivre tout simplement de leur plume? Antoine Gallimard. Alors, d'une part, il y a beaucoup de livres. On a dit qu'il y avait trop de livres. C'est une question. On va pas en débattre là, ça sera un peu long. Si, on peut en débattre là, parce que vous avez dit non, il n'y a pas trop de livres. Écoutez, je pense qu'il y a trop de livres qui se ressemblent. Il y a trop de livres dans des genres qui sont à la mode. Par exemple. Oh je sais pas, tous les livres sur des développements personnels, ils se ressemblent beaucoup les uns les autres et ils vont encombrer beaucoup. J'ai rien contre le développement personnel. Tous, on veut être développé. On veut se développer. Tous. Enfin, voilà, le nombre de titres qui se ressemblent sur les étagères de libraires, je vous assure que c'est énorme. Non, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas trop de livres. On est comme des jardiniers, il faut des plantes et puis voilà, et prendre du temps. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas accélérer cette poursuite au best-seller, ces enjeux. C'est une course qui n'a pas de fin et qui peut être très très malheureuse pour l'édition. Oui. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de trouver l'écrivain nouveau, de trouver l'écriture nouvelle, et ça change en permanence. Mais il se trouve quand même que c'est très compliqué pour beaucoup d'auteurs. Je parle d'auteurs de fiction, autrement dit d'artistes, Antoine Gallimard, de vivre de leur plume. Est-ce que dans ces conditions, ça n'est pas compliqué d'éditer autant, parce que les livres s'asphyxient les uns les autres, ils n'ont pas la possibilité de rencontrer un public? Alors, je voudrais juste vous rappeler, mais c'est peut-être pas très démagogique ce que je vais dire. Albert Camus disait qu'il voulait ne pas vivre de sa plume pour être indépendant. Et c'est vrai que les auteurs aujourd'hui, certains rêvent même d'être salariés.
Mais je leur dis, on ne va pas reconstituer l'Union des écrivains. Je pense que c'est juste qu'il y ait une rémunération juste des écrivains, c'est très important. Mais je pense en même temps que voilà, ce qui est important pour nous, c'est donner toutes les conditions pour une meilleure exploitation possible du livre et de la lecture. Parce qu'une des grandes causes pour nous importantes devrait être une cause nationale, c'est les causes de la lecture. Aujourd'hui, on essaie de développer, par exemple, la lecture à voix haute, que ce soit les petits champions de la lecture que j'ai créés avec le syndicat d'édition, ou ce que fait dans la grande librairie François Buñuel, qui le fait très bien avec son championnat des lectures à voix haute, qui est un beau travail aussi. C'est important, c'est de gagner des lecteurs pour les auteurs. Notre problème, c'est les temps de lecture. Notre problème, c'est d'aller dans des coins de France qui ne sont pas aussi riches que Paris, malheureusement. Vous voyez, c'est un ensemble. Alors, je pense à ces auteurs, donc là encore une fois, pas aux auteurs de grands best-sellers, mais les calendriers des maisons d'édition ont été complètement bouleversés par la pandémie. Et ce sont des gens qui attendent la sortie de leur livre, parce que bien souvent, c'est ce moment-là qui déclenche le paiement des droits d'auteur. Bref, Antoine Gallimard, quelle est la situation de ces artistes-là ? Alors, il y a des artistes qui ont une vie très difficile, aussi bien des écrivains qu'aujourd'hui avec les théâtres et les cinémas qui sont fermés. Heureusement, comme l'État, et vous avez vu la ministre, a dégagé des budgets pour aider. Et sur ces gens-là, la situation peut être extrêmement tendue. Aujourd'hui, pendant la pandémie, nous sommes employés, à essayer d'assurer, même si la maison ne faisait plus d'activité, n'avait plus d'activité de l'ordre de plus que 20%, de continuer tout de même à payer tous les droits d'auteur qui étaient dus les années précédentes. Je veux dire, et surtout, il y a eu des aides que le CNL a dégagées. Et nous-mêmes, bon, vous savez, il y a beaucoup d'auteurs que nous aidons à travers des mensualités, etc. Alors bon, vous me direz, c'est vrai que c'est difficile. Mais je pense que ce qui est difficile aussi, c'est la petite librairie qui n'a plus rien. Vous avez vu des grandes librairies comme dans le centre de Paris qui ont dû fermer. Oui. Voilà. Comment vous expliquez ça ? Il y a aussi une mutation, n'est-ce pas ? Mais justement, comment l'expliquez-vous que de grandes librairies au cœur de Paris, j'en vois deux, ont dû fermer ? Alors, c'était surtout celle dont on parle, Librairie Gibert, c'était surtout une librairie. Bouligné a fermé aussi. Oui, aussi. Parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des ventes sur Internet, et puis que par rapport même aux études qu'on fait, on va trouver des extraits et on ne va pas forcément acheter un livre en entier. C'est un autre type de comportement, mais heureusement aussi, il y a des bibliothèques, et il y a un effort pour développer les bibliothèques en région, et un effort pour le prêt numérique. Enfin, tout ça, vous voyez, tout ça se construit, et nos réactions sont toujours des réactions par petits pas, qui ne se voient pas forcément. Alors, chez Gallimard, donc, il y a un succès, c'est le Goncourt, on en a parlé, et puis il y a la collection Tract. Alors, cette collection Tract, elle marche très bien, Antoine Gallimard. Oui, c'était intéressant. J'ai eu cette idée avec Régis Debray et un de mes collaborateurs, Alban Cerisier, justement pour faire réagir nos auteurs par rapport à des situations très, très courtes. Et puis, je pensais que c'était bien, justement, avant un livre ou entre un livre, de pouvoir demander à Delphine Reift ou à d'autres ce qu'ils pensaient. Et c'est vrai qu'on a eu, comme Barbara Stiegler, de très jolis succès, autour de 50 000 exemplaires. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça change un peu la donne. Vous savez, un livre, c'est parfois 2-3 mois pour le sortir. Là, on fait un peu concurrence aux journaux, puisqu'en 8-15 jours, on peut sortir le livre. Et j'apprécie beaucoup cette façon de montrer que les éditions ne sont pas non plus hors sol. Et France Culture va s'associer au succès de Tract, puisqu'on va faire une série de podcasts liés... Tout à fait, je m'en réjouis. On s'en réjouit également, Antoine Gallimard. Mais alors, du coup, cela contribue à diminuer le prix moyen du livre, puisque un tract, bien entendu, ça ne vaut pas aussi cher qu'un grand format. Est-ce que c'est une économie qui le supporte ? Est-ce que ça veut dire que il faut de tout dans une librairie ? Oui, on a une autre approche. C'est une économie qui le supporte parce que c'est des livres courts, c'est des livres où la couverture est le même papier. C'est donc et c'est vraiment des livres d'intervention. Et donc oui, c'est comme des tracts. C'est beaucoup plus léger à fabriquer. Donc ça nous permet d'être réactifs. Ce que j'aime bien dans l'idée du tract, c'est que on n'a pas de limite particulière ni au genre, ni à la façon d'aborder un sujet. On est extrêmement libre. J'oserais presque dire on a un esprit libertaire.
Et puis, il y a eu, il y a quelques jours, dans le New York Times, un article assez méchant sur l'édition française, et notamment sur les prix littéraires. Il y avait, je cite cet article, on y disait par exemple que les jurys sont dominés par des hommes blancs et vieillissants nommés à vie, ce qui crée une forme d'entropie qui affecte l'édition. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine Gallimard? Je pense qu'il y a toujours eu du côté américain universitaire une petite jalousie de ce que nous étions. Considérer que la France était quand même le pays de référence, et je pense qu'il y a de la jalousie. Je pense que c'est totalement faux. Je pense qu'effectivement, les prix littéraires ont beaucoup évolué. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les éditeurs ont la mainmise des prix. Il y a eu ce fameux triangle Gallimard-Grasset-Seuil, le Galli-Grasset. 70%. 70% des jurés siègent dans ces maisons, parce qu'il faut dire que c'est toujours le New York Times qui fait le compte. Sur 38 jurés actuels de ces 4 prix, près de 20% sont salariés d'une de ces 3 maisons d'édition. Bon, c'est une tendance qui ne progresse pas, qui a plutôt tendance à se réduire. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je ne sais pas, par exemple, une neutralité absolue dans ce domaine? Dans les pays anglo-saxons, les jurés sont nommés pour des cycles assez de l'ordre de 3 à 5 ans. On pourrait aussi imaginer cela. Bon, ça ne dépend pas de moi. Hein. Mais je veux dire, si notre maison a la réputation d'avoir des prix littéraires, c'est aussi sans doute parce qu'on a le nez creux, parce qu'on fait des beaux choix, et qu'on ne va pas empêcher les membres du jury de faire leur travail en disant vous ne prenez pas des livres de maison. Voilà. Aujourd'hui, les jurys font quand même très attention, et on voit bien d'ailleurs les prix qui sont couronnés sont plutôt salués par vous et par la critique. Vous saluez. Absolument. Je saluais l'anomalie de notre camarade Hervé Letellier, mais au-delà de ça, il y a pour la diversité des prix, il n'y a pas que le Goncourt, il y en a d'autres aussi. Il y a le soupçon peut-être qu'il pourrait être effectivement atténué si déjà il y avait eu une interdiction de siéger dans un prix et d'être salarié d'une maison d'édition. Oui, c'est pas à nous d'édicter des règles. Vous savez, moi, je n'ai pas peur du tout. Je pense qu'aujourd'hui, les jurés sont vraiment indépendants, sont très sensibles. Bernard Pivot est très sensible. Tous les gens du groupe que je connais un peu sont extrêmement sensibles à ça. Et je pense que là, il s'impose tout de même des règles. Non, être salarié, moi, ça m'est arrivé. J'ai rêvé aussi de dire à des gens, vous êtes salarié dans un prix, vous choisissez. Et ils le font. Bon, il y a une sensibilité. Voilà, il faut effectivement avoir des règles qu'on s'édicte soi-même. Moi, juste pour revenir sur les États-Unis, c'est vrai qu'il y a une tendance aussi universitaire de dire on détruit la culture ou être extrêmement politiquement correct. Là-dessus, je trouve que c'est assez dangereux. Je pense que chacun doit vraiment garder sa façon de voir les choses, mais on ne va pas toute cette polémique autour des poèmes lus par une noire qui doit être lue par une blanche. Je trouve que c'est traduit. Alors c'est récemment une affaire que l'on a évoquée. L'éditeur néerlandais d'Amanda Gorman a plié devant des pressions qui demandaient que le poème d'Amanda Gorman soit traduit par une noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est insupportable. C'est absolument insupportable. Comme j'avais une petite polémique aussi à propos d'Autant n'emporte le vent, parce que je conservais une traduction voulue par Margaret Meacher. Là aussi, on a fait une nouvelle traduction qui était politiquement correcte aujourd'hui. Je trouve ça pas acceptable. Mais l'idée que il y a... alors je ne sais pas quels sont les arguments des uns et des autres, mais est-ce que ça n'est pas un mouvement? Est-ce que l'éditeur néerlandais qui a plié, par exemple, est-ce que vous comprenez sa logique? Non, moi, j'aurais pas plié. Mais alors, dans le même temps, il y a eu le scandale dans le sillage de la publication du livre de Vanessa Springora, le consentement. Et là, vous avez sorti Matzneff de votre catalogue, Antoine Gallimard. Alors, je l'ai sorti. J'attendais d'abord que la question soit résolue. La maison est grande. Je sais qu'on m'a reproché d'avoir accueilli Matzneff. Je dirais que le problème pour moi était le journal. Était la mise en perspective de choses personnelles et familiales. Et là, c'est vrai que j'ai suspendu la commercialisation parce que tant qu'il y avait des choses et que ça pouvait me gêner personnellement. Mais voilà. Mais alors, pourquoi l'avoir publié auparavant? La maison est grande et chacun a sa sensibilité. Il m'a été apporté par Philippe Solers. Voilà. Et je veux dire, bon, c'est ainsi. Vous savez, parfois c'est compliqué.
Bon, moi, j'avais prévu de publier les pamphlets de Céline. J'ai arrêté la publication vu la sensibilité. Un jour, j'ai été invité par David de Rothschild qui m'a dit mais vous vous rendez pas compte, faites-le plus tard. Et j'ai compris son émotion, donc je l'ai arrêté. Mais je voulais faire une édition critique. Là, aujourd'hui, on ne sait pas si Fayard va publier Mein Kampf. C'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que vous, par exemple, vous n'auriez pas publié Mein Kampf, dont il existe une édition, nouvelles éditions latines. Mais oui, c'est ça. Est-ce que vous, par exemple, c'est quelque chose que vous ne feriez pas, Antoine Gallimard ? Moi, j'ai déjà, là, je viens de publier le journal de Paul Morand, de 42-44, Vichy, ce qu'il dit, qui est très intéressant, une biographie. Je publie de Rio-La Rochelle. J'essaye de tout publier, justement, mais voilà, j'ai déjà assez à faire avec mon catalogue. Vous avez déjà suffisamment de problèmes, c'est ça que vous voulez dire ? Mais justement, parce que ce sont quand même, là aussi, ces livres, le livre de Paul Morand, par exemple, qui est un livre effectivement à la fois abominable, mais aussi un document sur la collaboration française. Absolument, tout à fait. Et on oublie quel était l'antisémitisme entre les deux guerres, que c'était beaucoup plus courant que maintenant. Et voilà, donc j'ai regretté de ne pas avoir pu, effectivement, mais je vais me faire beaucoup d'amis, de publier non plus les pamphlets de Céline annotés, dans le contexte, réfléchis. Je pense que de toute façon, ça se fera un jour. Est-ce que pour vous, la liberté des éditeurs est aujourd'hui restreinte, réduite par rapport à ce qu'elle était auparavant, Antoine Gallimard ? Alors, il n'y a plus de loi qui enfreigne cette liberté. Je pense que notre liberté, elle peut être ralentie par le politiquement correct, elle peut être ralentie par la peur de procès, elle peut être ralentie par les réseaux sociaux qui peuvent s'effarer si un livre est un peu outrancier, mais c'est plus dans un contexte social que cette liberté peut être freinée qu'à travers un système législatif qui n'est pas là pour l'instant, et on peut s'en réjouir. Mais cette pression-là, elle donne des résultats. On le voit avec Mélenov, donc l'éditeur d'Amanda Gorman. Elle est réelle et elle peut être tout à fait dangereuse. Comment voyez-vous l'avenir de l'édition ? Donc on est déjà en grande partie rassuré sur l'avenir du livre ? Oui, en tout cas, là, c'est-à-dire ce regain de la lecture. Je pense que si tout le monde se mobilise pour la lecture, pour faire lire, c'est très important. Enfin, mais ce que je regrette simplement, effectivement, c'est, peut-être la disparition d'une surface littéraire à la télévision. À la radio, c'est formidable. Vous êtes le premier support à être derrière le livre, et merci. On en est fiers. Et puis, je veux dire, c'est vrai que les éditeurs doivent prendre des risques, faire des nouvelles collections. On parle de tracts. Longtemps, moi, je me suis occupé d'une petite collection qui s'appelait l'Imaginaire pour justement faire reconnaître. Là, aujourd'hui, bon, on a un très beau poète. Justement, les poètes, parce qu'on parlait d'Amanda Gorman, mais les poètes ont beaucoup de mal en France. La poésie est malheureusement peut-être un secteur qui se porte moins bien que les autres. Comment vous expliquez ça, Antoine ? La poésie a toujours été difficile. Nous avons une collection de poésie, nous en vendons pas loin de 300 000 volumes par an, ce qui n'est pas rien en poésie Gallimard. Mais c'est bien, regardez là, actuellement, le dernier Nobel, Madame Gluck a quand même été aussi poète, donc c'est bien. On a salué la disparition de Monsieur Jacotet, qui est un magnifique poète. Donc la poésie, c'est des petites fleurs, des petites pâquerettes qu'il faut trouver au bord des chemins. Mais voilà, je pense que ça sera toujours comme ça, et tant mieux. On a beaucoup glosé, parfois ironisé d'ailleurs, sur les ouvrages écrits pendant le confinement. Alors, est-ce que vous les avez reçus, Antoine Gallimard ? Est-ce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de journaux de confinement ? Oui, il y en a eu beaucoup. Certains, on en publié certains, et curieusement, ils n'ont pas eu du tout le succès qu'on imaginait. Mais pourtant, les livres sur la pandémie ont plutôt trouvé un public. Oui, quelques-uns. Mais vous savez, je crois que c'est vraiment... on ne peut pas savoir quand un livre arrive, c'est un peu comme de l'eau qui va trouver son chemin dans le sable. Très vite, ça peut disparaître aussi. On publie beaucoup d'ouvrages, on avait dit, pas loin de 60 000 en France, 65 000. Et il faut que chacun trouve son lecteur. Bon, et c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il y a des moments, une focalisation sur les best-sellers. Et les autres, c'est ça qu'il faut surtout éviter, c'est l'édition à deux vitesses, comme ce qui existe malheureusement dans les pays anglo-saxons. Il y a aussi de bons best-sellers comme l'Anomalie d'Hervé Le Tellier, que vous publiez notamment, Antoine Gallimard. Merci de nous avoir rendu visite ce matin.